La chaleur de janvier 1811 sur l'île Bourbon n'était pas seulement une sensation physique, c'était une chape de plomb, une contrainte atmosphérique qui pénétrait les os et épaississait le temps lui-même. Héloïse de Vigny, drapée d'une mousseline noire de Lyon étonnamment épaisse pour le climat, avançait lentement dans l'allée principale du domaine du volcan, la plantation des Delamare. 15 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté cette île, et chaque jour de cette décennie et demie avait été un maillon forgé dans la chaîne de sa détermination. Elle n'était plus la jeune épouse désemparée du médecin de garnison, mais Madame de Vigny, une veuve enrichie par un héritage lointain et une main habile dans les affaires de l'indigo et du poivre. Son parasol de dentelle sombre, importé de Nantes, projetait une ombre minimale sur son visage, mais il suffisait à cacher les muscles de sa mâchoire, toujours tendus. Elle marchait avec une lenteur calculée, presque comme si elle flottait au-dessus du sol de terre battue, rougi par l'oxyde de fer volcanique. Chaque grain de poussière soulevé par ses fines bottines semblait crier vengeance. Le domaine Delamare était un témoignage obscène de la richesse coloniale. De vastes champs de canne à sucre s'étendaient à perte de vue, ondulant sous un vent faible et lourd, ressemblant à une mer verte et infinie. L'air, saturé d'humidité, charriait l'odeur âpre de la mélasse en fermentation, mélangée à celle, plus subtile et inquiétante, de la sueur et de la terre piétinée. Au loin, le bourdonnement monotone de la machinerie du moulin attestait de l'effort incessant et forcé. Héloïse s'arrêta un instant sous le flamboyant immense qui marquait le début de la cour d'honneur. Elle souleva légèrement le bord de son chapeau pour observer les détails. La grande maison coloniale, avec sa varangue largement ouverte, ses murs blanchis à la chaux et son toit de bardeaux semblaient cracher l'opulence. C'était ici, dans cette opulence construite sur le sang et le sucre, qu'ils avaient pris son enfant. Ici, que les Delamare avaient vendu son fils de 4 ans, né d'une union secrète et illégitime avec son défunt mari avant leur mariage officiel, le faisant passer pour un jeune esclave métis pour rembourser une dette de jeu. Le souvenir était une lame gelée dans sa poitrine, mais Héloïse ne clignait pas. Elle avait appris l'art de la dissimulation parfaite. Un jeune domestique à la livrée impeccable, le visage impassible malgré la moiteur, s'approcha pour l'escorter. Ses yeux noirs et vifs ne trahissaient rien, mais Héloïse sentait sous cette façade de soumission l'électricité de la méfiance qui imprégnait toute la maisonnée Delamare. Elle fut introduite dans le salon principal, une pièce sombre et fraîche où les volets de bois étaient à demi clos pour repousser l'ardeur du soleil. Le mobilier en acajou massif et en ébène, lourd et chargé, témoignait d'un goût datant de l'Ancien Régime, une ostentation que même la Révolution et ses changements de pouvoir n'avaient pu ébranler. Gustave Delamare, le patriarche, l'attendait près d'une petite table couverte de cartes de propriété. Il était un homme d'une 60aine d'années, gros, avec un visage congestionné par l'alcool et la chaleur. Ses yeux, petits et enfoncés, scrutaient Héloïse avec une curiosité gourmande, mais respectueuse de sa réputation de femme d'affaires avisée. Gustave fit le geste d'avancer, sa démarche lourde, alourdissant le plancher. Il lui offrit une main moite. « Madame de Vigny, quel honneur! Votre réputation vous précède, même jusqu'à nos terres reculées. Nous sommes touchés que vous envisagiez d'investir si près de nous. » Héloïse prit sa main. Son contact était froid, sec, précis. Elle ne la serra pas, mais la laissa reposer un instant. Sa propre expression était un masque de politesse professionnelle, son regard restant fixé juste au-dessus de l'épaule de Gustave, comme si l'homme n'était qu'un objet sur la carte qu'elle étudiait. Elle retira sa main et ajusta les plis de sa robe. Sa voix, lorsqu'elle parla, était basse et portait un accent métropolitain, tranchant avec les intonations créoles de Gustave. « Monsieur Delamare, je vous remercie de m'avoir reçu si promptement. L'opportunité de la parcelle des Desjardins, juste à votre frontière sud, m'intrigue. Mais avant de finaliser un tel achat, je souhaitais évaluer le voisinage. Savoir quel genre d'individu
ou de famille gèrent cette partie de l'île. Elle marqua une pause, juste assez longue pour que l'implication, le doute sur leur gestion ou leur moralité, flotte dans l'air moite. Gustave sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, révélant une rangée de dents jaunies. « Nous sommes des hommes honnêtes, madame, ancrés dans le sol, dévoués à la productivité. Nous avons connu des années difficiles, certes, mais la famille de Lamar est ici depuis 3 générations. » Héloïse se pencha légèrement vers la table des cartes. Elle désigna du bout de l'index un point sur la propriété de Lamar, une petite dépendance près des quartiers désengagés, là où elle savait que son fils avait été gardé avant d'être embarqué. Avant qu'elle ne réponde, elle observa un détail infime. Une légère pulsation nerveuse près du coin de l'œil droit de Gustave, signe d'une tension qu'il tentait maladroitement de masquer sous sa corpulence. Il y avait toujours eu des dettes cachées, des secrets honteux dans la maison de Lamar. Elle savait que son arrivée, même anodine en apparence, agitait les eaux dormantes de leurs remords oubliés. Elle prit une inspiration lente, remplissant ses poumons de l'air vicié et sucré de la pièce. La productivité, monsieur de Lamar, est souvent le fruit d'une bonne gestion des ressources, humaines notamment. J'ai entendu dire que la famille de Lamar avait traversé une période où les transactions étaient complexes, des ventes rapides, des ajustements de comptes. Elle le regarda enfin directement. Ses yeux, d'un gris froid et sans pitié, le transperçaient. « J'aime la transparence. Si nous devons devenir voisins, je dois m'assurer que votre histoire est aussi propre que votre canne à sucre est sucrée. » Gustave se raidit visiblement, la sueur perla sur son front, la musique de la vengeance commençait à jouer, et Héloïse ne faisait que gratter la première note. Elle venait de planter la graine du doute qu'elle allait cultiver, jusqu'à ce qu'elle dévore toute la racine de leur fortune. Le silence qui suivit les mots d'Héloïse était si lourd qu'il semblait absorber toute la lumière de la pièce. Dehors, le soleil de midi atteignait son zénith, martelant les toits, mais à l'intérieur, dans ce sanctuaire d'ébène et de dentelle, l'atmosphère devenait glaciale. On n'entendait plus que le grincement lointain de la roue à eau du moulin et le chant perçant et répétitif des cigales, une bande sonore de l'oppression tropicale. Gustave de Lamar, pris au dépourvu par cette attaque frontale sur ses transactions, essuya son front d'un geste brusque avec un mouchoir en lin qui était déjà humide. Il était habitué à ce que les investisseurs s'intéressent au sol, au rendement, mais jamais à l'historique moral. Son corps trapu s'agita maladroitement. « Madame de Vigny, commença-t-il, sa voix devenue gutturale, ce sont là de vieilles histoires, des ragots de comptoir. Chaque domaine a ses hauts et ses bas. Il y a 15 ans, oui, la famille a dû faire des choix difficiles. Des ajustements, comme vous dites, mais cela n'a aucune incidence sur la valeur des terres des jardins ou sur notre probité actuelle. » Héloïse ne réagit pas immédiatement à sa défense. Elle se tourna vers la fenêtre à persienne, laissant le faisceau de lumière zébrée caresser la poussière en suspension. L'odeur de la cire d'abeille et du tabac froid dominait l'air, des senteurs de richesse ancienne et stagnante. Elle se délecta de la gêne de Gustave, une faible compensation pour l'agonie qu'elle avait subie. Son plan ne consistait pas à détruire la famille immédiatement, mais à l'écorcher lentement, en commençant par leur réputation. Elle se retourna, son visage exprimant un mélange finement dosé de scepticisme et d'ennui. « Monsieur de Lamar, sur les marchés de Port-Louis et même à Saint-Denis, on murmure que vos ajustements impliquaient de sérieuses irrégularités comptables, voire pire, des disparitions. » Le mot « disparition » frappa Gustave comme une pierre. Il recula d'un pas, ses petits yeux brillants de peur panique. Il savait qu'elle faisait référence à l'affaire de l'enfant métis, l'affaire qu'ils avaient réussi à étouffer en soudoyant le médecin de garnison, le défunt mari d'Héloïse, et en utilisant l'instabilité politique de l'époque. « Je vous assure que cela est calomnieux », protesta Gustave, se penchant vers elle, son visage si proche que l'odeur de rhum vieux et de sueur aigre lui parvint.
Si vous cherchez des vices et des rumeurs pour faire baisser le prix, vous vous trompez de personne. » Héloïse prit un air contrit, un chef-d'œuvre d'hypocrisie. Elle se pencha pour ramasser le gant en dentelle qu'elle avait fait tomber par inadvertance. Pendant cette action, elle eut tout le temps de remarquer la façon dont Gustave tremblait, sa posture s'affaissant sous l'accusation tacite. « Loin de moi l'idée de négocier par diffamation, monsieur. Mais imaginez l'impact sur mes propres investissements si le nom Delamarre devait être associé à un scandale réveillé par une simple enquête notariale. Je dois avoir des garanties de la stabilité morale de mon environnement. » Elle fit une pause, son regard parcourant les meubles ostentatoires, les portraits de famille au visage figé et autosatisfait. « J'aime la stabilité, et je suis prête à payer cher pour elle. » Elle sortit de son petit sac de velours noir une enveloppe épaisse. Le papier était d'un blanc immaculé, portant le sceau d'une banque parisienne. Elle la déposa avec une délicatesse excessive sur la table de cartes, juste à côté de l'index de Gustave. « J'ai fait mes devoirs. La terre des jardins vous est indispensable pour l'irrigation, n'est-ce pas? Vous n'avez pas l'argent comptant pour l'acheter. En revanche, je suis prête à vous offrir un prix substantiel pour garantir mon silence et ma coopération future. » Gustave, un homme dont l'avidité était la principale faiblesse, ne put s'empêcher de fixer l'enveloppe. Il vit la possibilité immédiate de renflouer ses caisses et d'éviter les questions embarrassantes sur le passé. Il leva les yeux vers elle, l'hésitation se mêlant au soulagement. Un prix, pourquoi exactement? Pour un partenariat, pour la tranquillité et pour des informations. Héloïse s'assit gracieusement sur un fauteuil en rotin. La légèreté de sa posture contrastait violemment avec la brutalité de ses exigences. « Je cherche une personne. Il y a 15 ans, un jeune engagé est parti de l'île. Mon défunt mari l'avait pris en affection et m'a demandé de le retrouver si possible. Un dernier vœu. Ce garçon, qui devait avoir 4 ou 5 ans à l'époque, était, paraît-il, un métis aux cheveux très clairs. On disait qu'il était passé par les Delamarre avant de partir en direction de l'Est, vers l'Inde ou la Malaisie, je ne sais plus. » Elle mentait avec une aisance terrifiante. Ce garçon, c'était son fils, Raphaël, vendu par Gustave à un marchand français en route vers l'Asie. Le fait qu'elle décrive l'enfant avec tant de précision, sans le nommer, sans briser son masque de veuve endeuillée, accomplissant un vœu, était un tour de force. Gustave la regardait, soufflant lentement, l'esprit travaillant à toute vitesse. Il se souvenait parfaitement du garçon. La transaction avait été rapide, ignoble, mais efficace pour couvrir ses dettes. Un enfant aux cheveux clairs. C'est possible. Dans le flux et le reflux des engagés et des esclaves, beaucoup de visages passent. Pourquoi un tel intérêt? L'argent, monsieur Delamarre. Toujours l'argent. Héloïse sourit, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. Mon mari lui avait légué une petite somme d'argent dans son testament, une fantaisie de la part d'un homme souvent malade. Je dois m'acquitter de cette tâche. Elle se pencha en avant. La lumière de la pièce accentua la netteté de ses traits. Je ne cherche pas à vous nuire, je cherche simplement à retrouver ce garçon et à accomplir mon devoir. Et pour cela, j'ai besoin de vos archives de l'époque, de vos registres de transport, et de votre silence le plus absolu sur mes recherches. En échange, je vous laisse cette enveloppe, et je ne poserai plus de questions sur votre passé. » Gustave regarda l'enveloppe, puis le visage d'Héloïse. Il y avait dans ses yeux non pas de la méchanceté, mais une profondeur si vide qu'elle était plus intimidante que la colère. Il comprit que cette femme ne jouait pas, elle était là pour la transaction, et peut-être plus. Il sentit la sueur ruisseler le long de ses tempes. Le chantage était clair. Soit il acceptait cet arrangement qui lui offrait des fonds immédiats et la possibilité d'étouffer définitivement le scandale, soit Héloïse continuerait de creuser, peut-être jusqu'à exposer la vente ignoble de 15 ans auparavant. Il inspira profondément. « J'ai conservé les registres dans le grenier, madame. Ils sont incomplets, mais je ferai ce que vous demandez. » Héloïse hocha lentement la tête. « Excellent,
monsieur de Lamare. C'est le début d'une relation de bon voisinage. » Elle se leva, la posture de nouveau rigide et impeccable. La première étape était accomplie. Elle avait pénétré leur forteresse financière en créant un besoin de silence, et elle avait obtenu l'accès aux preuves mêmes de leur crime. Gustave de Lamare était maintenant son complice involontaire dans la destruction de sa propre famille. En regardant cette scène de manipulation émotionnelle et financière, je me demande, à vous qui suivez cette histoire intense de vengeance, de quelle ville et de quel pays accompagnez-vous la progression d'Héloïse dans son plan? N'oubliez pas de laisser un j'aime si la densité de cette narration vous captive, et abonnez-vous pour ne pas manquer le moment où le piège de Lamare se refermera. Le soir tomba sur le domaine du volcan, avec la rapidité et la densité habituelles des tropiques. Après le départ d'Héloïse, Gustave de Lamare était resté seul dans le salon, le visage ruisselant de sueur, les mains tremblantes. Il avait accepté l'enveloppe, le papier croustillant entre ses doigts, et l'avait immédiatement caché sous une pile de factures. Il se sentait à la fois souillé par ce chantage déguisé et soulagé par l'apport financier inattendu. Pourtant, un ver rongeait son esprit. Cette femme connaissait trop de détails. Pendant qu'Héloïse de Vigny s'installait pour la nuit dans une luxueuse villa louée à Saint-Denis, elle repassait mentalement les expressions de Gustave. Elle avait vu la terreur, puis l'avidité triompher. Elle savait que la famille de Lamare était une hydre. Gustave n'était que l'une de ses têtes. Il y avait aussi sa femme, Solange, et leur fils aîné, Léonard, l'héritier. L'obstacle 1 du plan d'Héloïse était d'obtenir l'accès aux preuves sans éveiller les soupçons de l'ensemble du clan. Ce fut par l'intermédiaire de Gustave, affaibli et compromis, qu'elle allait s'introduire dans la structure familiale. Le lendemain, peu après l'aube, alors que l'air était encore frais et chargé de la rosée matinale, Héloïse arriva au domaine avec une voiture de notaire et un clerc métropolitain recruté à Saint-Denis. Elle n'était pas venue seule. Elle était accompagnée d'une assistante personnelle, une femme créole nommée Zélia, dont la présence était à la fois discrète et remarquablement efficace. Zélia avait des yeux qui ne rataient rien et une mémoire infaillible pour les rumeurs et les hiérarchies de l'île. Le défi immédiat était la résistance de Solange de Lamare. Solange, la maîtresse de maison, était une femme sèche et acerbe, dont l'œil sévère régnait sur la domesticité. Elle avait toujours été la gardienne des secrets et la plus acharnée à dissimuler l'ignominie de la vente de l'enfant d'Héloïse. Lorsque Héloïse et sa suite furent introduites dans le bureau d'administration, une pièce attenante au salon, sentant l'encre et le cuir usé, Solange était déjà là, se tenant droite près du bureau d'acajou. Elle portait une robe de coton rigide, son visage pincé exprimant un jugement silencieux. « Madame de Vigny, » dit Solange, sans offrir de main, « je trouve tout à fait inconvenant que vous veniez perturber l'ordre de notre maison si tôt. Mon mari m'a expliqué votre fantaisie concernant un ancien domestique. » Elle insista sur le mot « fantaisie » avec un mépris non dissimulé. Héloïse, cependant, ne se laissa pas démonter par l'hostilité. Elle fit signe à Zélia de déposer une grande boîte de dossiers sur la table. Zélia s'exécuta avec une souplesse féline, ses yeux ne quittant pas Solange. « Madame de Lamare, » répondit Héloïse, sa voix douce mais ferme, comme le murmure d'un ruisseau cachant une profondeur dangereuse. « Je comprends que cela vous semble être une perturbation, mais mon devoir envers la mémoire de mon défunt mari l'exige. Je ne suis pas là pour porter un jugement sur le passé de votre famille. Je suis là pour finaliser une affaire. Et comme l'argent a été transféré hier soir, je crois que votre mari est désormais tenu de coopérer. » Elle utilisa le mot « transférer » avec une précision chirurgicale, soulignant qu'ils avaient déjà pris sa monnaie du silence. Le visage de Solange se contracta. Elle n'aimait pas les affaires d'argent menées derrière son dos, surtout quand elles impliquaient des étrangers et des secrets déterrés. Gustave entra alors, visiblement nerveux, sa chemise déjà trempée. Il évitait le regard de sa femme.
Chérie, s'il te plaît, nous devons nous montrer accommodants. La parcelle Desjardins, nous en avons besoin. » Solange le fusilla du regard, comprenant qu'il avait échangé un secret pour une poignée d'or. Elle savait que la veuve, malgré son élégance, était une menace. « Où sont ces registres, Gustave ? Finissons-en, » siffla Solange. Gustave désigna la porte menant à un escalier de service étroit et sombre. Dans le grenier de l'administration, juste au-dessus, Héloïse observa le grenier comme un chasseur observe l'entrée d'un terrier. L'air y serait moite, poussiéreux, chaud, le lieu idéal pour cacher et oublier les preuves. « Nous monterons avec mon clerc et Madame Zélia, » annonça Héloïse. « Je ne voudrais pas vous importuner davantage, ni vous, monsieur, ni vous, madame. » Alors qu'ils montèrent l'escalier qui craquait sous le poids, la lumière de la matinée se transformait en pénombre claustrophobe. L'odeur de la moisissure, du papier rongé et des nids d'insectes emplissait l'air. Dans cet environnement oppressant et oublié, Héloïse se sentait étrangement à l'aise. C'était le royaume des fantômes, et elle était venue retrouver le sien. Dans le grenier, sous le toit brûlant, des caisses en bois et des malles empilées atteignaient le plafond. La chaleur était suffocante, pressant le crâne. Zélia, sans dire un mot, se mit à ouvrir les caisses, que Gustave, monté à contre-cœur, avait vaguement indiquées. Le clerc d'Héloïse, un jeune homme pâle et nerveux, toussait sous la poussière. Héloïse commença à feuilleter les registres d'inventaire de 1809 et 1810, mais ce n'était pas son objectif principal. Elle cherchait le registre de 1796. Gustave, qui se tenait près de l'escalier pour surveiller et transpirer, s'agita. « Je ne pense pas que nous ayons conservé les papiers si loin. La plupart ont été brûlés après l'incendie du hangar en 1800. » Héloïse le regarda par-dessus un cahier jauni, ses yeux brillants dans la pénombre. « Intéressant. Mon mari, qui était ici à cette époque, avait mentionné que les Delamarre étaient méticuleux en matière de documentation. Trouvez les registres d'embarquement, monsieur Delamarre, le registre des engagés sortants pour l'année 1796. » Gustave, sous la pression, finit par désigner du pied une petite malle recouverte d'une épaisse toile d'araignée, enfoncée sous les poutres maîtresses. « C'est là, la section des petites affaires de mon père. » Zélia tira la malle. Elle l'ouvrit et en retira un grand cahier relié de cuir sombre, aux pages minces comme de l'hostie. C'était le registre de la honte. Alors qu'Héloïse s'apprête à tourner la page, son cœur bat d'un rythme lent et martial. Elle est à quelques lignes de la confirmation de l'atrocité qui a détruit sa vie. Cette quête de vérité, aussi minutieuse que douloureuse, est la raison même de son existence. Nous, les spectateurs de ce drame historique, sommes suspendus à chaque tournant. En assistant à cette immersion, je vous demande, avez-vous déjà ressenti le poids d'une injustice si lointaine et si douloureuse? Laissez votre « j'aime » si vous ressentez la profondeur de la vengeance d'Héloïse et n'oubliez pas de vous inscrire pour continuer à découvrir les secrets que ce vieux registre va révéler. Dans la fournaise étouffante du grenier, le temps semblait se dilater autour du vieux registre en cuir. La poussière dansait dans les rares rayons de soleil filtrant par les fentes du toit, créant des colonnes de lumière qui illuminaient la moiteur sur le front de Gustave Delamarre. Ce dernier, adossé à une poutre, observait Héloïse avec une nervosité croissante, tentant de lire sur son visage impassible ce qu'elle cherchait. Héloïse, le cahier posé sur ses genoux, portait des gants de fil pour manipuler les pages jaunies, un geste de respect qui contrastait avec le mépris qu'elle ressentait pour les auteurs des Écritures. Elle parcourut les entrées d'une écriture élégante, datant d'une époque où l'on consignait avec soin le bétail et les êtres humains sur les mêmes pages. La page recherchée portait le titre calligraphié « Transfert d'engagés et serviteurs, novembre 1796 ». Chaque ligne décrivait une transaction, un nom, une destination, souvent résumée par des initiales cryptiques et un prix dérisoire. Héloïse arriva à la ligne qui cristallisait toute sa douleur. Elle s'arrêta. L'entrée indiquait « Raphaël, métis, 4 ans. Particularité, yeux clairs, cheveux bouclés très blonds,
transféré à M. L. Moreau, capitaine de navire, commerce vers l'Inde. Raison, dette de jeu du fils aîné. Valeur, 300 livres, payées en 2 traites. Héloïse lut ces mots. Le nom, l'âge, la description, la raison, dette de jeu, la simplicité bureaucratique de l'entrée, l'absence de toute humanité décuplait la violence de l'acte. 36 années de sa vie avaient été effacées, réduites à une note de bas de page dans la comptabilité d'une famille de planteurs sans scrupules. Son corps resta immobile, mais ses mains, à travers le tissu fin des gants, agrippèrent si fort les bords du registre que le vieux papier craqua légèrement. C'était le point de non-retour, la confirmation, noir sur blanc, qu'il savait exactement qui il vendait et pourquoi. Gustave entendit le petit craquement et s'alarma. Il fit un pas vers elle, la sueur froide collant sa chemise à son dos. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez, madame ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Héloïse leva les yeux. La lumière du grenier rendait son regard étrangement perçant. Elle le regarda non pas comme un homme, mais comme une pièce de monnaie érodée, sans valeur. « Oui, monsieur Delamarre, je l'ai trouvé, l'enfant, Raphaël. » Elle prononça le nom comme si elle crachait une pierre. « Je vois qu'il a été vendu pour une misérable dette, pour 300 livres. » Gustave se mit immédiatement sur la défensive, l'avidité disparaissant derrière l'ancienne peur. « C'était le fait de mon père et de mon frère aîné. Je n'étais qu'un jeune homme, je n'ai eu aucune part dans cette transaction. C'était une époque difficile, la révolution, le manque de liquidité. » Il se lança dans une tentative maladroite d'explication. Héloïse ne lui permit pas de continuer. Elle ferma lentement le registre, le claquement sourd résonnant comme un coup de fusil dans la chaleur confinée. « Ce qui m'importe, monsieur Delamarre, n'est pas qui a tenu la plume. C'est l'information que ce registre contient, l'identité de l'acheteur, un capitaine Moreau, vers l'Inde. » Elle avait besoin de l'information pour tracer son fils, ou ce qu'il était devenu, mais elle en avait aussi besoin pour détruire la crédibilité des Delamarre. Ce registre, qui prouvait une transaction illégale et immorale, serait son premier levier. Elle se tourna vers Zélia, son assistante, qui avait suivi la scène sans ciller. « Zélia, vous allez copier cette entrée, mot pour mot. Ne manquez pas le détail de la dette de jeu. » Pendant que Zélia s'attelait à la tâche, tirant de sa sacoche un carnet et une plume finement taillée, Héloïse se tourna vers Gustave, adoptant le ton d'une associée d'affaires, reléguant l'émotion à une sphère invisible. « Maintenant, l'obstacle 1 est levé. J'ai la preuve. L'obstacle 2 est de nature plus pratique. J'ai besoin que vous me facilitiez l'accès aux comptes bancaires du domaine. » Gustave sursauta. « Les comptes? Mais pourquoi ? Parce que je ne peux pas me contenter de vagues promesses de bon voisinage. Si je dois investir des capitaux importants dans l'achat des jardins, je dois m'assurer que votre famille est solvable et qu'elle ne va pas s'effondrer au premier vent de crise. Je veux voir l'état de vos dettes actuelles. C'est la garantie que l'argent que je vous ai donné pour ce registre ne sert pas à éteindre un feu qui va renaître demain. » La requête était audacieuse, presque insultante, mais formulée sous le voile de la prudence financière. C'était la subversion, demander à la victime de lui fournir les munitions de sa propre destruction. Gustave, malgré sa peur, retrouva une étincelle de fierté. « Je ne peux pas vous donner accès à l'ensemble de nos comptes, ce serait révéler toute notre stratégie. »« Votre stratégie ?» Héloïse sourit amèrement. « Votre stratégie est de mendier des avances pour acheter des terres dont vous avez besoin pour l'eau. Monsieur Delamarre, je vous offre plus qu'une avance, je vous offre un partenariat de façade. Je vais rassurer mes associés métropolitains. Je vais cacher vos irrégularités récentes de la Banque de France, à condition que vous me permettiez d'analyser vos vulnérabilités et d'y apporter des solutions provisoires. Considérez-moi comme votre auditrice forcée. » Elle se leva, la chaleur du grenier lui importait peu. Elle dominait Gustave, qui semblait fondre sous l'effet combiné de la chaleur et de l'humiliation. « Vous avez 2 choix, continua-t-elle, son ton ne laissant aucune place à la négociation.
Soit vous me donnez l'accès au livre de compte pour que je puisse stabiliser votre situation et protéger mon propre investissement des jardins, soit je prends ces registres et je les envoie directement au procureur de Saint-Denis pour que votre nom soit associé non seulement à la vente illégale d'un enfant métis, mais aussi à la dissimulation de preuves. La menace était désormais explicite. Gustave, chancelant, comprit que le prix de l'enveloppe d'hier était une fraction infime de ce qu'elle exigeait maintenant. Il était pris au piège. « Demain, au bureau du notaire », murmura Gustave, vaincu, le souffle court. « Les grands livres, mais seulement l'année dernière. » Héloïse hocha la tête, satisfaite. « Nous commencerons par là. » Elle sortit du grenier, laissant Gustave seul avec le clerc pâle et Zélia qui finissait sa transcription. Le plan d'infiltration continuait. Elle ne cherchait pas l'argent, mais le déshonneur. Et le déshonneur résidait dans le détail de leur faiblesse financière. La subtrame et la complexité s'ouvrirent au moment où Héloïse de Vigny commença à explorer les failles internes de la famille de Lamarre. Elle avait obtenu les registres d'embarquement, attestant du crime. Maintenant, elle détenait la clé de leurs finances. Le lendemain, le bureau de notaire à Saint-Denis était un lieu d'une solennité écrasante. Le parquet ciré reflétait la lumière blafarde des premières heures de l'après-midi, et l'air était imprégné d'une odeur austère de papier timbré et de vieux cuir. Héloïse était assise à une longue table en chêne. Face à elle, Gustave et son fils, Léonard de Lamarre. Léonard était l'héritier désigné, un homme d'une trentaine d'années, sec et arrogant. Contrairement à son père, il n'était pas accablé par le remords, mais par une irritation profonde face à l'intrusion d'Héloïse. Il voyait en elle une femme trop sûre d'elle et trop riche, dont la curiosité menaçait la stabilité de leur domaine. « Mon père insiste sur le fait que nous devons nous soumettre à cette audit », commença Léonard, sa voix sifflante, les mains posées à plat sur la table, dans un geste de domination frustrée. « Mais soyez claire, madame, nous vous montrons les livres de compte de 1810 pour vous rassurer quant à notre solvabilité. Cela ne vous donne aucun droit de vous immiscer dans nos décisions d'investissement. » Héloïse, portant un ensemble de voyage en soie gris-perle, inclina la tête, un geste de fausse déférence. « Bien sûr, monsieur Léonard. Je suis une investisseuse, pas une directrice, mais un investisseur qui voit des irrégularités peut se retirer. » Le clerc d'Héloïse ouvrit les grands livres du domaine. Zélia, toujours présente, s'assit discrètement derrière Héloïse, sa présence muette agissant comme un second jeu-dieu. Alors qu'Héloïse plongeait dans les chiffres, elle découvrit plus que de simples dettes. La fortune de Lamarre, bien que visiblement solide en apparence, canne à sucre, reposait sur un équilibre précaire. Le véritable problème n'était pas la dette bancaire, mais un réseau complexe d'emprunts auprès de créanciers locaux et d'associés douteux dans le commerce triangulaire. Plus important encore, Héloïse réalisa que Léonard, au lieu de stabiliser le domaine, le déstabilisait activement. Les entrées de 1810 révélaient que Léonard avait secrètement détourné des fonds pour financer une opération risquée d'armement de navires dans l'espoir de profiter des ruptures de blocus causées par les guerres napoléoniennes. Il s'agissait d'un pari illégal et extrêmement volatile. Héloïse leva les yeux du livre, ses doigts fins traçant une ligne dans la marge. « Je vois ici, monsieur Léonard, une dépense considérable en fourniture navale début septembre, et des emprunts massifs auprès de M. Dubois à Saint-Paul. Dubois est un usurier notoire. » Léonard pâlit légèrement. Il s'attendait à ce qu'elle examine les profits du sucre, pas les dépenses cachées. Gustave, qui ne savait rien des manœuvres de son fils, fronça les sourcils, se tournant vers Léonard. « De quoi s'agit-il, Léonard ? Des fournitures navales, nous n'avons qu'un petit caboteur pour le transport de la mélasse. » Léonard se redressa, jouant la carte de la témérité. « C'est une affaire en cours, père, très rentable. Une opportunité qui va doubler notre revenu d'ici 2 ans. J'ai investi de manière agressive pour le bien de l'héritage. »
Héloïse renifla doucement. Agressif ou désespéré, ses emprunts chez Dubois sont assortis d'un taux d'usure de 18%. Et si l'affaire d'armement échoue, monsieur Léonard, Dubois pourrait réclamer la totalité de votre domaine pour garantir la dette, ce qui rendrait l'achat des jardins par mois au mieux instable. Léonard la détestait ouvertement maintenant, son visage trahissant sa rage. Il se pencha vers elle. « Vous n'êtes pas ici pour auditer, vous êtes ici pour nous espionner. » Héloïse maintint son calme glacial. « Je suis ici pour sécuriser mon investissement. Et je vois que la personne qui dirige cet héritage est un joueur. L'histoire se répète, n'est-ce pas, monsieur Gustave? Les dettes de jeu qui mettent le domaine en péril. » Gustave se laissa tomber lourdement sur sa chaise, le souvenir de 1796, lorsque son propre jeu avait conduit à la vente de l'enfant d'Héloïse, lui revenant au visage. Il réalisa l'ironie cruelle. Le fils répétait les péchés du père, et la punition était menée par la victime du péché initial. Héloïse avait trouvé la faille parfaite. Le père était rongé par la culpabilité et le besoin d'argent, le chantage. Le fils était arrogant et en danger financier imminent. L'usure. « Voici ma proposition, » dit Héloïse, poussant le grand livre vers Gustave, ignorant Léonard. « Je vais me positionner publiquement comme garante de vos dettes auprès de Dubois. Je vais prendre le risque sur mes propres fonds. Cela éloignera Dubois de votre porte. Mais en échange, je veux une garantie absolue. » Elle sortit de son sac une série de documents juridiques préparés à l'avance. « Je veux la procuration complète sur le bois précieux de la réserve de la Mare, une garantie collatérale. Je gérerai cette ressource comme je l'entends. De plus, j'exige la nomination de Madame Zélia comme superviseure indépendante de vos comptes de trésorerie, pour que de nouvelles fournitures navales ne mettent pas mes garanties en péril. » C'était une humiliation totale. Héloïse ne prenait pas seulement leur argent et leurs terres, avec l'achat des jardins, elle prenait leur honneur et leur autonomie. Elle insérait son propre personnel de surveillance au cœur de leur système financier. Léonard était livide. « C'est inacceptable. Vous nous transformez en vos vassaux. »« Non, » répliqua Héloïse, un mince sourire glissant sur ses lèvres. « Je vous sauve de l'usure de Dubois. À quel prix ? Le prix de la transparence et d'une petite garantie collatérale. Si l'affaire navale réussit, vous récupérerez votre bois. Si elle échoue, du moins le domaine aura été sauvé, n'est-ce pas, monsieur Gustave ?» Gustave, voyant l'abîme financier dans lequel son fils les entraînait, et craignant plus que tout que le registre de 1796 ne soit exposé, capitula. « Nous acceptons, » dit Gustave, ignorant le grognement indigné de Léonard. « Signez les papiers, Léonard, c'est un mal nécessaire. » Léonard, vaincu par la peur de son père et l'autorité financière implacable d'Héloïse, signa d'une main tremblante les documents garantissant à Héloïse le contrôle sur la ressource la plus facilement monnayable du domaine de la Mare, son bois précieux. La subversion était totale. Héloïse avait non seulement récupéré les preuves, mais elle avait également mis un pied dans la gestion de la Mare, utilisant leur propre avarice et leur peur pour obtenir ce contrôle. Elle venait de s'offrir le pouvoir de vider leurs caisses et d'exposer leur honte. Avec les garanties et les procurations en main, Héloïse de Vigny devint une force invisible régnant sur le domaine du volcan. Elle avait le contrôle du bois de construction, la connaissance de leurs dettes et surtout le secret de leur honte. Mais son plan de vengeance n'était pas seulement financier, il était aussi profondément personnel et visait le cœur social des de la Mare. Le dilemme moral se présenta sous la forme du grand bal annuel des planteurs de canne à sucre de Saint-Denis, prévu pour la fin du mois. Les de la Mare, malgré leur situation financière précaire, ne pouvaient se permettre de manquer cet événement. C'était leur vitrine, le lieu où Solange, l'épouse de Gustave, réaffirmait sa position de matrone respectée de la société créole. L'obstacle 2 pour Héloïse n'était pas un simple défi, mais une question de conscience. Pour détruire complètement les de la Mare, elle devait-elle seulement les ruiner ou devait-elle aussi s'attaquer à leur dignité, exposant ainsi le crime de 1796 à la lumière crue de la haute société?
L'exposition du passé ferait de Raphaël, son fils, un objet de scandale public, mais garantirait la destruction totale des Delamare. Héloïse était assise seule dans sa villa louée, les volets ouverts sur l'air frais du soir, l'odeur de la fleur de frangipanier et du sel de mer s'infiltrait dans la pièce. Elle tenait entre ses mains une miniature, le seul portrait qu'elle possédait de son fils Raphaël, peint peu avant sa vente. Un enfant aux cheveux étonnamment clairs, aux yeux pétillants de malice. Si elle dénonçait publiquement l'affaire, elle révélerait non seulement l'ignominie des Delamare, mais aussi le secret de sa propre jeunesse illicite, l'enfant né avant le mariage, avec un homme qui avait ensuite cautionné sa vente. Elle, la veuve respectable, deviendrait la mère d'un enfant vendu comme esclave. C'était la réversion du plan. Pour frapper les Delamare, là où cela faisait le plus mal, leur réputation, elle devait se sacrifier elle-même, socialement. Elle confia ses doutes à Zélia, son assistante, qui lisait à ses côtés. « Zélia, j'ai le pouvoir de ruiner leur fortune grâce au bois, mais si je veux qu'ils souffrent comme j'ai souffert, je dois les chasser de cette île, les faire exiler dans l'ignominie. Cela implique de jeter cette histoire de vente sur la place publique. » Zélia, dont la propre famille portait les cicatrices de l'esclavage et des transactions coloniales, répondit avec une dignité calme. « Madame, le secret vous protège, mais le secret des Delamare les protège encore plus. Si vous vous exposez, vous perdez votre statut, mais vous gagnez la vengeance. Le scandale public est la seule monnaie que la société coloniale paiera avec le sang. » La décision fut prise. La miniature fut glissée dans le tiroir, le souvenir personnel mis de côté pour l'exécution du plan. Héloïse allait utiliser le bal. Quelques jours plus tard, la nouvelle de l'arrivée d'Héloïse et de sa garantie des dettes Delamare commença à circuler. Les Delamare, se sentant de nouveau sous le feu des projecteurs grâce à Héloïse, se préparèrent pour le bal avec une ferveur renouvelée. Solange, en particulier, avait commandé une robe somptueuse, décidée à prouver que le domaine du volcan était toujours le centre de l'opulence. Le soir du bal, l'atmosphère dans la grande demeure du gouverneur de Saint-Denis était saturée de parfums capiteux, du son strident des violons et du cliquetis des verres en cristal. Les robes de soie et de satin flottaient sur les parquets lustrés, contrastant avec l'air humide et lourd de l'île. Héloïse fit son entrée tardivement, vêtue d'une robe de velours noir, sobre mais d'une coupe impeccable, qui la faisait ressembler à une ombre élégante parmi les couleurs vives. Gustave et Solange, soulagés qu'elle honore leur arrangement tacite de silence, s'approchèrent d'elle, offrant des sourires forcés. « Madame de Vigny, quelle joie de vous voir !» dit Solange, la voix pleine de sucre. « Madame Delamare, vous êtes rayonnante !» Héloïse répondit avec une politesse si froide qu'elle confinait à l'insulte. Alors que les trois conversaient, Héloïse orienta la conversation vers la prospérité du domaine Delamare, un sujet d'envie pour beaucoup. « J'admire la façon dont vous avez traversé les épreuves, » dit Héloïse, sa voix portant juste assez pour que le cercle proche l'entende. « Il faut un grand caractère pour maintenir l'honneur d'une famille, surtout après des transactions particulièrement sensibles. » Solange se raidit. « Je ne vois pas de quelle transaction vous parlez, madame. Notre honneur est intact. » Héloïse sourit. C'était le moment. Elle se pencha légèrement, son regard croisant celui de Solange. La musique s'arrêta un instant pour une pause, créant un vide sonore parfait. « L'honneur ? Vous parlez de l'honneur, madame Delamare, alors que votre famille a vendu un enfant de 4 ans pour couvrir une dette de jeu, le faisant passer pour une simple marchandise ?» Le silence qui suivit fut total, plus profond que le vide laissé par la musique. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le visage de Solange devint d'une pâleur mortelle sous sa poudre. Gustave, figé, la bouche entr'ouverte, ressemblait à une statue de cire en train de fondre. « Vous mentez !» Solange cracha le mot. « Est-ce que je mens ?» Héloïse sortit de son petit sac une feuille de papier pliée avec précision, la copie de l'entrée du registre de 1796, faite par Zélia. « J'ai la preuve. L'entrée de Raphaël, métis,
vendu au capitaine Moreau pour 300 livres. J'ai aussi un témoin, un homme dont l'honneur vous était cher et qui portait une affection particulière à cet enfant. Elle avait choisi de ne pas se révéler elle-même comme la mère, non pas par peur, mais parce qu'elle voulait que le focus reste sur leur ignominie. L'enfant était le fils de son défunt mari, le médecin de garnison, et l'aveu de l'époux qu'elle avait fait signer sous la menace 15 ans auparavant, juste avant sa mort, était la clé de l'histoire. L'enfant, pour la société, était le fils illégitime de son mari, pas le sien. Elle avait préservé son statut de veuve en deuil, tout en détruisant leur réputation. C'était la réversion 1, un sacrifice maîtrisé pour maximiser l'impact. La société créole, conservatrice et obsédée par la lignée et le secret, s'embrasa. Vendre un esclave était commun, mais vendre le fils métis d'un homme blanc respectable de la garnison pour une dette de jeu, c'était un crime qui entachait l'honneur colonial tout entier. Solange, sous le choc, fit un pas en arrière et trébucha. Gustave, le visage décomposé, comprit qu'Héloïse n'était pas venue pour l'argent ou le silence, mais pour l'exécution publique. « C'est une calomnie, une vengeance de femme jalouse !» cria Gustave. « Non, monsieur de Lamarre, c'est l'histoire !» dit Héloïse. Léonard se précipita pour soutenir sa mère, ses yeux remplis d'une haine brûlante envers Héloïse. Mais le mal était fait. La musique se remit timidement à jouer, mais le bal des planteurs venait de se transformer en scène de lynchage social. Les Delamarre n'étaient plus seulement des planteurs endettés, ils étaient des parias moraux. Les jours qui suivirent le grand bal furent pour les Delamarre un enfer social. La nouvelle de l'acte ignoble, la vente de l'enfant métis du médecin de garnison, se propagea sur l'île Bourbon comme une traînée de poudre. Les conséquences furent immédiates et dévastatrices, dépassant même les attentes d'Héloïse. Les Delamarre furent ostracisés. Les invitations cessèrent. Les dames de la haute société se détournèrent ostensiblement de Solange au marché. Gustave fut éconduit du cercle des planteurs. Le mépris public était si palpable qu'il leur collait à la peau. Dans leur grande maison du domaine du Volcan, l'atmosphère était celle d'un caveau. Les volets restaient clos pour éviter le regard des voisins. Léonard, ivre de rage et d'humiliation, passait ses journées à vociférer contre son père, qui avait cédé aux exigences d'Héloïse, et contre Héloïse elle-même, la sorcière en noir, qui avait brisé leur nom. Héloïse, quant à elle, était assise à Saint-Denis, recevant le silence respectueux des quelques associés qui la soutenaient. Elle avait atteint son but, le déshonneur. Mais cela venait à un prix. L'exposition du scandale signifiait qu'elle ne pourrait jamais retrouver Raphaël, son fils, et lui offrir une place respectable dans la société coloniale. L'histoire du métis vendu resterait attachée à son nom, même si le sien n'était pas officiellement mentionné. Sa vengeance était totale, mais sa maternité était condamnée au secret éternel. Une après-midi, Solange Delamarre fit un geste désespéré. Elle se présenta à la villa d'Héloïse, non pas avec un élan de fureur, mais avec une dignité glacée, vêtue d'une robe de ville simple, contrastant avec ses tenues habituelles. Elle fut introduite dans le salon clair et aéré d'Héloïse. La lumière y était douce, le contraste parfait avec l'ambiance sombre de la maison de Lamarre. « Madame de Vigny », commença Solange, sa voix raide d'amertume. Ses yeux étaient rouges, mais secs. « Vous avez réussi. Vous nous avez détruits. Mon mari est un homme brisé. Mon fils est la risée de l'île. Qu'exigez-vous de plus? Notre exil ?» Héloïse, qui était en train de trier des lettres de change, posa sa plume avec un calme déconcertant. « Madame de Lamarre, je n'exige rien. J'ai obtenu ce qui m'était dû. Votre famille a commis un crime inqualifiable, non seulement en vendant un enfant pour de l'argent sale, mais en le niant pendant 15 ans. Le prix de cette dissimulation est la chute. » Solange s'avança, ses mains se crispant sur le dossier d'une chaise. « Nous avons été punis. Lâchez-nous. Lâchez notre domaine. Lâchez Léonard. »« Ah, Léonard, dit Héloïse, le nom prononcé avec un mépris particulier.
Votre fils est une menace pour tout ce qui vous reste. Son affaire navale va échouer. Il a mis en gage le bois précieux du domaine et il a contracté d'autres dettes avec du bois pour couvrir son orgueil blessé après le bal. Solange ouvrit de grands yeux de surprise et d'horreur. Elle ne savait pas que Léonard s'était enfoncé davantage après la dénonciation. « Comment le savez-vous » ? « Parce que j'ai infiltré vos comptes, madame. Rappelez-vous, j'ai une procuration. Votre fils va ruiner ce qui reste du domaine avant la fin de l'année. » Héloïse s'appuya sur son bureau. « C'est là que se situe la véritable conséquence de votre orgueil. Je ne vais pas vous ruiner. Votre fils va le faire pour moi. Je n'ai qu'à attendre que Dubois réclame le remboursement. » Solange tremblait. Elle était venue chercher la miséricorde. Elle n'avait trouvé que la vérité brutale sur la désintégration imminente de sa famille. « Que voulez-vous » murmura-t-elle finalement, vaincue. « Je veux la stabilité. » Héloïse se leva. « Je veux que vous vendiez tout. Le domaine du volcan doit être vendu, de gré à gré, à mes associés. Je vous laisserai une somme qui vous permettra de partir, d'acheter une petite propriété en métropole et de disparaître dans l'anonymat. Si vous refusez, je laisse Léonard creuser votre tombe. » C'était le choix ultime. L'exil volontaire avec un peu d'argent, ou la ruine totale et l'exposition au tribunal par Dubois et elle-même. Solange, les larmes coulant enfin sur ses joues, réalisa qu'Héloïse n'était pas un simple adversaire. Elle était un destin. Elle regarda Héloïse, non plus avec haine, mais avec une curiosité douloureuse. « Qui êtes-vous réellement, Madame de Vigny? Qui était cet enfant pour vous ?» Héloïse la regarda, ses yeux gris reflétant l'acier. C'était le dernier lien avec l'homme que j'aimais et le symbole de l'ignominie que votre famille a perpétrée, mentit Héloïse, maintenant la façade jusqu'au bout. Maintenant, madame, rentrez chez vous et discutez avec Gustave de votre exil. C'est l'unique porte de sortie que votre veuve a laissée. Le départ de Solange fut silencieux et amer. Héloïse avait gagné la bataille de la réputation et commençait à gagner la guerre financière. Elle avait sacrifié son propre secret pour garantir la destruction de ses bourreaux. Face à la profondeur de cette vengeance calculée et au coût personnel qu'elle implique pour Héloïse, nous nous arrêtons pour réfléchir. Avez-vous déjà imaginé ce que vous seriez prêt à sacrifier pour une justice absolue ? Laissez un j'aime si le plan d'Héloïse vous captive. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de l'effondrement de la mare. Et de quelle ville du monde regardez-vous le drame de Bourbon se dérouler ? La défaite de Solange de la Mare marqua le point de non-retour pour la famille. Gustave et elle, conscients de l'épée de Damoclès que représentait Léonard et de la menace incessante d'Héloïse, acceptèrent la vente forcée du domaine du volcan. Leur signature sur l'acte de vente fut apposée dans une atmosphère de deuil, le domaine passant sous le contrôle d'une société anonyme dirigée secrètement par Héloïse. Héloïse n'attendit pas pour mettre en œuvre la supération et la croissance de son plan. Elle avait obtenu la vengeance sociale et la ruine financière. Maintenant, elle se concentrait sur son objectif originel, retrouver Raphaël. Elle utilisa la vente du bois précieux et une partie des fonds de l'acquisition du domaine pour financer une enquête d'une ampleur inédite. Zélia, dont les talents d'organisation et le réseau local étaient inestimables, fut mise à la tête de la recherche. Le premier indice concret était le nom du navire, l'ancien Le Mousse, qui avait transporté Raphaël et le capitaine Moreau vers l'Est. Les registres portuaires de Saint-Denis révélèrent que le navire avait fait escale à Pondichéry, un comptoir français en Inde, puis avait continué vers les Indes néerlandaises. Héloïse se lança dans l'étude des réseaux maritimes avec une passion qui dépassait la simple affaire financière. Elle était assise dans son bureau, entourée de cartes jaunies, de relevés de commerce et de lettres de créance. La lumière du jour filtrait sur le papier de riz et les descriptions de routes maritimes dangereuses, pleines de typhons et de piraterie. Elle comprit que son rôle sur l'île Bourbon était terminé. La destruction des Delamare était un fait accompli, une nécessité émotionnelle.
Mais la quête de Raphaël exigeait qu'elle sorte de son rôle de veuve respectable et entre dans la peau d'une exploratrice déterminée. Un soir, elle expliqua à Zélia la prochaine phase. « Zélia, l'enquête stagne à Pondichéry. Nous savons que Moreau a vendu Raphaël là-bas, probablement comme garçon de maison ou serviteur d'un notable français ou d'un marchand local. Mais les registres sont vagues. Il me faut aller sur place. » Zélia fronça les sourcils. « Madame, Pondichéry est loin, et en 1811, les Anglais et les Français se disputent l'Inde. C'est dangereux. » « Le danger n'est plus une considération, » répondit Héloïse, sa voix presque un murmure. « Le danger était de rester ici et de laisser leur crime impuni. Je dois le retrouver, ou du moins découvrir son sort. Je dois savoir s'il est vivant ou s'il a eu une vie digne de ce nom. » Elle avait transformé l'argent de la vengeance en fonds de rachat. Elle utilisait les profits du bois des Delamarre pour financer l'espoir d'une mère. Le plan se consolida. Héloïse allait se rendre à Pondichéry sous le couvert d'un investissement dans le commerce de la soie et des épices, utilisant ses contacts bancaires acquis en Europe. Elle passa les semaines suivantes à liquider ses biens insulaires pour ne garder que le nécessaire pour le voyage. Pendant ce temps, les Delamarre finissaient de plier bagages, partant en secret un matin brumeux, ne laissant derrière eux que l'ombre de leur gloire passée. Gustave était maigre et muet. Solange portait la défaite comme un linceul, et Léonard, toujours bouillonnant d'amertume, n'était qu'une coquille vide, ses rêves de commerce maritime brisés par l'échec et les dettes qu'Héloïse avait subtilement laissées ouvertes. Avant son départ, Héloïse se rendit une dernière fois au domaine du volcan, désormais propriété de sa société fantôme. La grande maison était silencieuse, nettoyée de la présence des Delamarre. Elle se tenait dans le salon, l'endroit même où elle avait confronté Gustave pour la première fois. La pièce sentait encore légèrement la cire et le tabac, mais l'odeur d'oppression s'était dissipée. Elle marcha jusqu'à l'ancien bureau d'administration, puis monta l'escalier vers le grenier. La chaleur était toujours là, mais elle semblait moins étouffante. Elle ouvrit la vieille malle où le registre de 1796 avait été caché. Elle le prit, le feuilleta rapidement jusqu'à la ligne concernant Raphaël et glissa la page du registre, découpée avec soin, sous sa robe. Le reste du registre fut laissé sur place comme une preuve de l'histoire, mais sans le pouvoir de nuire. Ce geste symbolisait son passage de la vengeance, la destruction des Delamarre, à la rédemption, la recherche de son fils. La nuit suivante, Héloïse de Vigny embarqua sur un navire marchand discret à destination de l'Inde. Le port était sombre, l'air frais. Zélia, qui était restée sur l'île pour gérer les affaires d'Héloïse, lui fit ses adieux avec une expression de profonde admiration. « Trouvez-le, madame, » dit Zélia. « Je le ferai, » répondit Héloïse. Le navire, le Sainte-Hélène, quitta la rade, laissant derrière lui les falaises volcaniques de l'île Bourbon. Pour Héloïse, l'horizon n'était plus un lieu de souvenirs amers, mais une promesse dangereuse, une continuation forcée de son rôle de mère, cherchant son enfant perdu dans le chaos de l'océan Indien. Elle avait surmonté le besoin de destruction. Elle se lançait désormais dans la quête d'un amour perdu, il y a 15 ans. Le voyage vers l'Inde fut une épreuve de 3 mois, marquée par la promiscuité, les tempêtes tropicales et la menace constante des navires de guerre anglais. Héloïse, seule femme européenne à bord, maintenait une façade de calme et d'impassibilité, son regard toujours fixé sur l'Est. Le roulement incessant de l'océan était une mélodie monotone qui ne faisait qu'accentuer le vide laissé par son fils. L'arrivée à Pondichéry en plein été indien fut un choc sensoriel. L'air était épais, saturé de l'odeur des épices, du jasmin et des effluves du poisson séché. La chaleur était plus suffocante qu'à Bourbon. Et la foule, un mélange hypnotique de fonctionnaires français et de marchands tamouls, grouillait dans les rues étroites et poussiéreuses. Héloïse s'installa dans le quartier français, dans une maison sobre près du port. Elle se lança immédiatement dans la recherche. L'obstacle 3, le grand défi, était de retrouver un homme adulte dans un pays inconnu, dans une période de guerre et de désordre administratif,
en ne disposant que du nom d'un enfant et de celui d'un capitaine véreux. Ses recherches la menèrent rapidement au registre des esclaves et serviteurs, arrivés par la mer en 1796. Grâce à un pot de vin conséquent versé à un greffier français mal payé, Héloïse parvint à localiser une trace du capitaine Moreau. L'entrée confirmait la vente de Raphaël Métis à un certain monsieur Armand Leclerc, un riche propriétaire de plantations d'indigo dans la région de Madras, au nord du comptoir français. Leclerc, murmura Héloïse, son doigt traçant le nom sur le papier jauni. Au moins, nous avons une direction. Zélia, bien qu'elle soit restée à Bourbon, avait préparé le terrain en fournissant à Héloïse des lettres de recommandation, la présentant comme une investisseuse potentielle dans l'indigo. Cette couverture lui permit de se déplacer sans éveiller les soupçons des autorités. Le voyage de Pondichéry à Madras était périlleux, impliquant plusieurs jours en charrette à travers des terres arides, sous la surveillance constante des patrouilles anglaises et des bandits. Héloïse, vêtue de vêtements plus pratiques, mais toujours sombres, observait le paysage défiler, une succession de rizières, de temples anciens et de villages modestes. Elle atteignit finalement la vaste propriété de Leclerc. C'était un domaine encore plus grand que le domaine du volcan, avec des champs d'indigo d'un vert intense qui s'étendaient à l'infini. Le manoir colonial était imposant, entouré d'une enceinte haute. Leclerc, un homme bedonnant et autoritaire, l'a reçu dans son bureau, l'air méfiant face à l'arrivée d'une femme d'affaires aussi inattendue. « Madame de Vigny, on me dit que vous êtes intéressée par une participation dans l'indigo. Mon domaine est florissant, mais je ne vends pas de parts. »« Je ne cherche pas à acheter, monsieur Leclerc, je cherche à comprendre. Je voyage pour le compte d'une société d'investissement qui cherche à s'assurer de la stabilité humaine de ses partenaires. » Héloïse commença à poser des questions techniques sur la main-d'œuvre, les conditions de vie des employés et des serviteurs. Elle s'évertuait à se montrer uniquement intéressée par les chiffres. « Ah, la main-d'œuvre » rit Leclerc. « C'est l'Inde, madame. On trouve toujours des mains. » Héloïse se sentit nauséeuse, mais elle maintint son masque. Après 1 heure de discussion technique, elle en vint au cœur de son investigation. Il y a plusieurs années, mon défunt mari, le médecin de garnison à Bourbon, a fait la connaissance d'un jeune serviteur qui lui était cher. Un métis arrivé sur le Mousse en 1796. Raphaël, je crois. Il aurait dû avoir environ 16 ans lorsque vous l'avez acheté. Je dois m'assurer qu'il a été bien traité à titre posthume pour honorer la mémoire de mon mari. Leclerc réfléchit un instant, ses yeux perçants évaluant l'histoire. Raphaël? Oui. Je me souviens de lui. Un garçon vif, aux cheveux étrangement blonds. Il n'est pas resté ici. Le cœur d'Héloïse rata un battement. Elle se pencha en avant, ses mains se posant sur le bureau d'acajou. Il est parti. Où est-il allé? Il a été réaffecté. Leclerc agita la main avec désinvolture. C'était un garçon turbulent. Il avait appris à lire et à écrire, ce qui est dangereux chez ces gens-là. Il était trop intelligent, il posait trop de questions. Il a tenté de fuir en 1807, mais nous l'avons rattrapé. La description fit monter la bile d'Héloïse. Son fils était un survivant, un rebelle. Et après la tentative de fuite, demanda Héloïse, sa voix rauque. Leclerc se versa un verre de vin de palme frais, indifférent à la douleur évidente de son interlocutrice. J'ai réalisé que ce n'était pas un garçon fait pour la maison, il avait besoin de discipline. Je l'ai vendu à la Compagnie des Indes orientales, comme porteur, pour les caravanes vers le nord, vers Mysore. C'était un bon prix pour un garçon qui causait tant de problèmes. Ils l'ont emmené en 1808, je crois. C'est un travail brutal, des semaines de marche à travers les jungles et les montagnes. Il est sûrement mort là-bas. Héloïse sentit le sang se retirer de son visage. Mysore, le centre des conflits anglo-français, des jungles impénétrables, des maladies et des guerres territoriales. Son fils, un porteur, un objet de transport. Elle se força à sourire, à remercier Leclerc pour sa franchise,
et à promettre de transmettre son rapport à ses associés. Elle quitta le domaine, la tête bourdonnante. La vengeance sur les Delamarre semblait si petite maintenant. L'horreur était ce que son fils avait enduré. Elle savait maintenant où il était allé, mais elle faisait face à un défi insurmontable. Raphaël était désormais perdu dans les vastes territoires indiens, sous l'autorité d'une des plus grandes puissances coloniales. Sa survie était incertaine. Héloïse, loin de tout soutien, devait trouver un moyen de pénétrer l'organisation tentaculaire de la Compagnie des Indes orientales. Le transfert de Raphaël à la Compagnie des Indes orientales, EIC, en tant que porteur en 1808, était le mur que le plan d'Héloïse devait maintenant escalader. La Compagnie, puissance coloniale et commerciale, était une machine impitoyable, et ses registres étaient gardés avec une jalousie militaire. De retour à Pondichéry, Héloïse établit son quartier général dans la petite maison où elle s'était installée. L'odeur persistante de la mousson et la réverbération de la chaleur sur les murs blancs la gardaient éveillée la nuit, son esprit tournant sans cesse autour de la région de Mysore. Elle avait appris que cette zone, riche en épices et en soie, était le théâtre de fréquentes escarmouches et de la résistance acharnée des princes locaux. Elle se lança dans la recherche non pas par l'argent, mais par l'intelligence. Elle commença à fréquenter les cercles de marchands et d'officiers anglais, apprenant la langue et les coutumes avec une rapidité étonnante. Elle y joua son rôle d'investisseuse neutre et cultivée, intéressée par la logistique et l'acheminement des biens. Le moment de plus grande tension survint 2 mois après son arrivée en Inde. Héloïse avait réussi à acheter les services d'un greffier de l'EIC, un jeune Écossais rongé par le paludisme et les dettes de jeu. L'ironie ne lui échappa pas. Pour une somme colossale, l'Écossais, un certain monsieur Findlay, promit de lui donner accès au registre de mobilisation des porteurs des caravanes de 1808. Le rendez-vous eut lieu une nuit sans lune, dans l'arrière-cour d'une église désaffectée où l'odeur de la terre humide se mêlait à celle de l'encens froid. Héloïse portait un châle sombre qui la dissimulait dans l'obscurité. Monsieur Findlay arriva, tremblant de fièvre et de peur. Il tenait sous son bras un rouleau de papier ficelé, le contenu de plusieurs mois de travail et de risques. « Madame, chuchota-t-il, sa voix tremblante, voici les listes de la caravane du Nord de l'été 1808, celle qui a fait face aux attaques à la frontière de Mysore. » Héloïse prit le rouleau, le sentant épais et lourd. La transaction eut lieu. L'or passa de sa bourse au creux de la main moite de Findlay. Dès qu'elle fut seule, de retour à sa villa, Héloïse déroula le rouleau sur sa table. Le papier était fin et dense, couvert de noms indiens et créoles, tous des porteurs. La pièce n'était éclairée que par une seule lampe à huile, dont la flamme vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs. Elle chercha le nom, le seul nom qu'elle n'avait jamais oublié, Raphaël. La tension était insoutenable. 15 années de douleur, la destruction d'une famille, des milliers de lieues parcourues, tout se résumait à cette liste illisible. Elle parcourait ligne après ligne, son cœur battant à un rythme douloureux, la fatigue du voyage et de la recherche s'accumulant dans ses épaules. Le rouleau était organisé par numéro d'enrôlement et non par ordre alphabétique. Héloïse dut le lire entièrement. La liste était longue, et beaucoup de noms étaient suivis de la note sinistre, D.A., décédé en action, ou D. maladie. Elle arriva à la fin du rouleau, pas de Raphaël. Le rouleau était fini. Héloïse se sentit envahie par un froid glacial, plus pénétrant que l'humidité de la nuit. Elle avait raté le nom, ou l'information était fausse. La vengeance l'avait conduite à la destruction des Delamarre, mais la maternité semblait la conduire à une impasse. Elle relut la liste plus lentement, cherchant toute variation d'orthographe. C'est alors que son regard s'arrêta sur une entrée différente, étrangement située à la fin du rouleau, comme une note de bas de page ou un ajout tardif. Le nom n'était pas Raphaël. Il était écrit « R. Lenoir, créole, 16 ans, envoyé à la garnison de Bangalore, transfert de l'EIC, serviteur personnel pour le colonel Hayes, anciennement Raphaël. » Le mot
anciennement Raphaël, était griffonnée à l'encre rouge, une note administrative pour l'histoire. Héloïse inspira brusquement. R. Lenoir. Raphaël. Le nom avait été changé, probablement pour effacer toute trace de ses origines. Mais son fils était vivant en 1808. Il avait échappé à la mort en tant que porteur et avait été promu au service personnel d'un officier supérieur. C'était une survie inespérée. Bangalore, une ville beaucoup plus au nord, siège d'une importante garnison britannique. Il était sous la protection captivité d'un colonel Hayes, un homme puissant au sein de l'EIC. Le danger était immense. Approcher un officier supérieur britannique en Inde en 1811, alors que la France était en guerre avec l'Angleterre, était un acte de folie pure. Toute tentative pour revendiquer le jeune homme serait considérée comme de l'espionnage. Héloïse plia la note du registre, son cœur rempli non pas de joie, mais d'une terreur nouvelle et profonde. Elle avait la trace, mais l'atteindre nécessiterait une infiltration dans la plus haute sphère du pouvoir britannique en Inde. Elle était passée de la ruine d'une famille à la confrontation avec un empire. Bangalore, en 1811, était une forteresse britannique en expansion, son climat plus frais et plus sec, offrant un répit bienvenu après la chaleur côtière. Héloïse y arriva sous un nouveau pseudonyme, se présentant comme la cousine d'un négociant portugais de Goa, cherchant à sécuriser des contrats d'approvisionnement pour la garnison. Cette fois, elle s'était procuré des lettres de change en monnaie britannique, démontrant sa capacité à financer de gros volumes. Le climax de son odyssée devait se dérouler dans l'enceinte même de la garnison. Son objectif, rencontrer le colonel Hayes et, d'une manière ou d'une autre, revendiquer ou acheter Raphaël, qui vivait sous le nom de R. Lenoir. Le colonel Hayes était un homme de fer, respecté pour sa discipline, mais craint pour sa brutalité. Héloïse réussit à obtenir une audience par l'intermédiaire du commissaire des fournitures, un homme sensible à l'odeur de l'or. Le jour de la rencontre, la lumière était dure et crue dans le bureau du colonel, une pièce militaire spartiate, exhalant une odeur de poudre, de tabac et de cuir fraîchement ciré. Héloïse portait une robe de voyage sévère, mais élégante, symbolisant sa force et sa détermination. Le colonel Hayes, un homme grand à la moustache grise taillée au carré, ne lui offrit qu'un hochement de tête. « Madame, j'ai peu de temps. Votre proposition d'approvisionnement semble solide, mais j'ai des doutes sur votre capacité à gérer la logistique depuis Goa. » Héloïse, assise devant le bureau massif, fit glisser une liasse de documents. « Mes doutes portent sur la stabilité de votre propre personnel, colonel. Un service fiable exige des serviteurs loyaux et sans histoire. » Hayes fronça les sourcils. « Mes serviteurs sont irréprochables. » « Ah, j'en doute. » Héloïse sortit de sous sa cape un autre document méticuleusement copié, l'acte de vente de Raphaël, du capitaine Moreau à Leclerc. « J'enquête sur la lignée d'un homme qui était sous la protection de mon défunt mari. Un métis créole vendu à Bourbon en 1796. J'ai remonté sa trace jusqu'à un certain monsieur Leclerc à Madras. » Le colonel Hayes resta impassible, mais ses yeux se plissèrent. « Et quel est le lien avec mon personnel, madame ? » « Le lien, colonel, est que ce garçon s'appelait Raphaël, et il a été vendu par Leclerc à l'EIC en 1808. Je crois comprendre qu'il sert aujourd'hui sous vos ordres, sous le nom de R. Lenoir. » Le silence s'installa, lourd et menaçant. Dehors, on entendait le son lointain des commandements militaires. Hayes observa Héloïse, cherchant la moindre hésitation, la moindre faiblesse. Il comprenait le jeu. Cette femme connaissait un secret, et un serviteur personnel avec une histoire de fugue et de vente était une vulnérabilité. R. Lenoir est un serviteur utile, fidèle malgré ses origines. Si cette histoire est vraie, elle n'a aucune pertinence pour nos fournitures. Elle en a une, colonel. Cet homme n'était pas un esclave. Sa vente originelle était illégale. J'ai les preuves de la transaction. Son vrai père lui a légué une somme considérable, à condition qu'il soit retrouvé.
Je suis ici pour exécuter ce legs. » Héloïse joua sa dernière carte, une manœuvre habilement construite. Elle ne le revendiquait pas comme son fils, mais comme un bénéficiaire d'un legs. Un secret financier était beaucoup plus facile à monnayer qu'une revendication maternelle en temps de guerre. « Je propose un échange, colonel. Je sécuriserai votre contrat de fourniture à des conditions avantageuses. Je vous verserai une somme pour le rachat de R. Lenoir, correspondant à la valeur du legs, plus une compensation pour la perte de service. En échange, vous le relâchez, et cette histoire de vente illégale et de transfert douteux n'atteint jamais la haute administration de l'EIC, ce qui pourrait vous coûter cher en réputation. » Ace se leva, faisant les 100 pas dans son bureau. Il regarda Héloïse avec une admiration à contre-cœur. « Vous êtes audacieuse, madame. Vous négociez pour un serviteur avec la même férocité que pour une cargaison de soie. »« Je négocie pour la stabilité, colonel, » dit Héloïse, son cœur tambourinant, mais son visage de marbre. Ace s'arrêta devant elle, ses mains croisées derrière son dos. « Si je vous le donne, il doit quitter les territoires de l'EIC immédiatement, et vous ne devez jamais revenir. »« J'accepte. »« Bien. » Ace frappa dans ses mains. La porte du bureau s'ouvrit, et un jeune homme entra. Il portait une simple livrée de domestique, mais sa posture était droite, presque rigide. Il était mince, le corps d'un homme dans la vingtaine, le visage anguleux. Il avait une peau caramel foncée, mais ses yeux étaient d'un bleu-gris saisissant, et ses cheveux rasés de près montraient des boucles blondes crépues. C'était Raphaël, son fils. Le temps s'arrêta pour Héloïse. 15 années de vide se remplirent d'une présence. L'enfant qu'elle avait perdu était devant elle. Il n'était plus un garçon, mais un homme. Ses yeux remplis non pas de reconnaissance, mais d'une méfiance profonde et d'une lassitude qui témoignait de ses années de servitude. Elle le regarda, essayant de ne pas trahir le tremblement de ses mains. Elle voulait le serrer dans ses bras, crier son nom, mais elle devait rester la femme d'affaires froide. Raphaël ne regarda pas Héloïse. Il regarda Ace, attendant un ordre. « R. Lenoir, » dit le colonel. « Cette dame a racheté votre contrat. Vous êtes libéré. Vous partirez avec elle vers Goa immédiatement. » Raphaël, ou R. Lenoir, se tourna lentement vers Héloïse. Ses yeux gris la scannèrent avec une intensité calculée. « Qui êtes-vous, madame ?» demanda-t-il, sa voix basse, son accent créole mélangé à l'anglais. Héloïse soutint son regard. Elle était à un pas de la vérité, mais la prudence était vitale. « Je suis une amie de votre défunt père, » répondit-elle, utilisant la fiction de son mari décédé. « J'ai une dette d'honneur à payer. » Ace interrompit brutalement. « C'est tout ce que vous devez savoir, garçon. Préparez-vous à partir. Maintenant !» Héloïse venait de racheter son fils, non pas par la force des armes, mais par la force de sa volonté et la faiblesse morale de ses ennemis. Mais le prix était clair, il ne la connaissait pas, et il ne la connaissait pas comme sa mère. Le départ de Bangalore fut précipité et silencieux. Héloïse, accompagnée de R. Lenoir, Raphaël, voyagea vers la côte en charrette, évitant les grands axes. Le silence entre eux était plus pesant que l'air des tropiques. Héloïse observait chaque nuance de son fils, cet homme qu'elle avait payé si cher pour racheter son temps et sa vie. Il était taiseux, ses yeux d'un gris de mer du Nord restaient fixés sur l'horizon, une expression de résignation et de méfiance imprimée sur ses traits. Le voyage de plusieurs jours devint l'occasion d'une confrontation inévitable. Raphaël était assis de l'autre côté de la charrette, ses mains calleuses reposant sur ses genoux. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux de toile, illuminant la poussière sur sa livrée usée. Finalement, Raphaël rompit le silence. Sa voix était plus profonde que celle qu'elle avait entendue dans le bureau du colonel Hayes, empreinte d'une amertume retenue. « Je dois vous remercier, madame. La liberté a un prix. Mais je ne comprends pas. Vous dites être une amie de l'homme que l'on disait être mon père. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années ?» Héloïse savait que la vérité devait être manipulée,
La révélation de sa maternité ne pouvait être jetée comme une bombe. Elle devait être un baume, mais elle devait d'abord tester sa mémoire, son cœur. Je n'ai eu connaissance de votre existence que récemment. Votre père, le médecin, est mort il y a longtemps. Il a toujours voulu vous protéger. Raphaël rit, un son sec et sans joie. Protéger? J'ai été vendu 2 fois, madame, par la famille du planteur de sucre, puis par Leclerc. Les Blancs ne protègent que leurs intérêts. Les Delamarre, dit Héloïse, sa voix se serrant. Vous vous en souvenez? Bien sûr. J'avais 4 ans, mais je me souviens de l'odeur du sucre, de la grande maison et du froid qu'il faisait le jour où l'homme au foulard rouge m'a mis sur le bateau. Je me souviens aussi d'une femme. Héloïse retint sa respiration. Une femme? Raphaël la regarda directement, ses yeux sondant les siens. J'étais souvent gardé dans une petite pièce derrière la cuisine. Une femme venait me voir. Elle portait des robes claires. Elle me parlait doucement. Elle m'a donné un petit singe en bois sculpté. Je l'ai perdu dans la tempête en mer. Héloïse sentit ses larmes brûler derrière ses paupières. C'était elle. Avant d'être forcée de partir par sa propre famille et de laisser son mari gérer la situation, ce qui mena à la vente, elle venait le voir en secret, le singe en bois. « C'était moi, Raphaël », chuchota-t-elle, incapable de retenir la vérité complète plus longtemps. « J'étais cette femme. » Raphaël cligna des yeux, incrédule. La méfiance s'accentuait. « Et qu'étiez-vous pour moi? Une autre domestique ?» Héloïse se pencha vers lui. Le bruit des roues sur le chemin de terre était le seul témoin de cet aveu. « Je n'étais pas une domestique, Raphaël. J'étais la femme qui vous a mis au monde. » L'effet de l'aveu fut sismique. Raphaël ne recula pas, mais il devint incroyablement rigide. Il regarda Héloïse, cherchant la moindre trace de mensonge. Le visage d'Héloïse était ravagé par l'émotion. La distance professionnelle qu'elle avait maintenue pendant 15 ans s'était brisée en un instant. « Vous... ma mère ?» Il prononça le mot avec une ironie cruelle. « Ma mère m'a vendu. Ma mère m'a laissé partir. »« Non !» La voix d'Héloïse se brisa. « Jamais. J'ai été forcé de quitter l'île. Je t'ai cherché dès que j'en ai eu les moyens. J'ai ruiné la famille qui t'a vendu, Raphaël. J'ai détruit les Delamarre. C'est le prix de ma vengeance, de mon rachat. » Elle lui raconta toute l'histoire. Le mariage forcé, le secret de sa naissance, l'endettement des Delamarre, la trahison de son mari et le plan de 15 ans pour la vengeance. Raphaël écoutait, le visage sans expression. Lorsque l'histoire fut terminée, le soleil était bas, teignant le ciel de nuances violentes de rouge et d'orange. Il parla enfin, sa voix froide et mesurée. « Vous avez détruit des vies pour vous venger. Vous avez passé 15 ans à cela. Mais vous ne m'avez pas sauvé. Vous avez racheté une dette. Qui suis-je pour vous? Un trophée de vengeance, un enfant perdu que l'on retrouve pour apaiser votre conscience. » C'était la Réversée 2. Héloïse avait réussi sa vengeance et la libération physique de son fils, mais elle avait échoué à regagner son cœur. Pour Raphaël, la mère n'était pas l'amour, mais le symbole d'une vie brisée, d'un abandon initial, même involontaire. Héloïse pleura, ses larmes silencieuses ruisselant sur ses joues. « Je suis ta mère, Raphaël. Je ne te demande pas de m'aimer, je te demande juste d'accepter ta liberté. » Raphaël ne répondit rien pendant un long moment. Il tourna son regard vers le paysage. « La liberté n'est pas ce que vous croyez. La liberté est d'être mon propre maître. » Ils arrivèrent sur la côte, près du port, où l'air était chargé du sel et de la promesse de la mer. Héloïse avait organisé leur départ pour l'Europe. « Nous partons pour la France, » dit Héloïse. « Je peux vous offrir une éducation, un nom, une fortune. » Raphaël la coupa. « Je ne veux ni votre fortune, ni votre nom. Vous avez eu 15 ans pour votre vengeance. Maintenant, c'est à moi de choisir mon chemin. » Elle comprit. Elle ne pouvait pas lui imposer une autre forme de servitude, même dorée. Elle avait arraché son corps à l'esclavage, mais son esprit appartenait désormais à lui seul.
La conclusion significative de la saga d'Héloïse ne fut pas un triomphe flamboyant, mais un adieu déchirant, marquant l'aboutissement aigre-doux de sa quête. Ils étaient au port de Goa, les navires se balançant doucement sur l'eau vert émeraude. Héloïse avait réservé 2 passages sur un clipper portugais en partance pour Lisbonne. Raphaël se tenait à l'écart du quai, observant les manœuvres des marins avec une concentration intense. Il portait désormais des vêtements simples, des tuniques locales qu'Héloïse avait achetées, les couleurs de la terre et de l'océan remplaçant la livrée de l'EIC. Héloïse s'approcha de lui, le cœur lourd. Elle avait accompli l'impossible. Les Delamarre étaient ruinés et exilés, et son fils était libre. Mais cette liberté n'incluait pas le pardon ou la réunion familiale qu'elle avait secrètement espérée. « Le navire part dans 1 heure, Raphaël, » dit Héloïse, sa voix douce et faible. Il se tourna vers elle. « Je ne viens pas. » Le cœur d'Héloïse se serra, mais elle s'y était préparée. « Où iras-tu ?»« Je vais rester dans le commerce maritime ici. J'ai vu comment travaillent les Anglais, les Portugais, les Indiens. Je connais leurs routes, je connais leurs faiblesses. Je n'ai pas besoin d'une fortune héritée pour me construire. J'ai besoin de ma propre force. » Il y avait dans son regard une détermination farouche, le produit de la survie et non le fruit d'une éducation parisienne. Il était un homme façonné par l'adversité, trop fier pour accepter le confort de la femme qu'il avait abandonnée, même involontairement. Héloïse tendit un petit sac de cuir finement travaillé. « J'ai liquidé tout ce qui restait à Bourbon. Cet argent ne vient pas des Delamarre. Il est à vous, votre legs, et l'argent que j'ai gagné en attendant de vous retrouver. Il est à vous, pour vous aider à être votre propre maître, comme vous le souhaitez. » Raphaël hésita. Il regarda le sac, puis le visage d'Héloïse. Il savait qu'elle lui offrait non pas de l'argent de charité, mais une base pour son indépendance. Il prit le sac. Le contact de leurs mains fut bref et électrique. « Merci pour cela, » dit Raphaël. C'était la première reconnaissance sincère de sa part. Héloïse parvint à contenir ses larmes. « J'ai détruit les Delamarre. C'était mon devoir. Mais je t'ai perdu 2 instant au bord du quai et regarda Héloïse, pour que tu me pardonnes, cette femme élégante en noir, Raphaël, qui avait traversé les océans et brisé des familles. Je ne pardonne pas. Adieu, Madame de Vigny. La vengeance et l'oubli, il utilisa son les 2 chemins qui mènent au celui de mer. Vous avez pris l'un, monta sur le je prendrai l'autre, qui s'éloigna lentement. Il se dirigea vers l'embarcadère, dans le non pas pour le clipper, mais vers un Héloïse resta seule. Le pont bondé de marins, la silhouette de son fils s'éloignait vers une vie inconnue et indépendante. Elle avait la liberté, mais elle l'avait au prix de l'isolement. La vengeance était complète. La maternité, un échec. Elle monta finalement sur le clipper portugais, son propre voyage vers l'Europe commençant dans une solitude immense. Elle avait gagné la guerre, mais elle avait perdu la paix. Le bateau glissa sur l'eau, laissant derrière lui les côtes de l'Inde. Héloïse, regardant l'horizon, savait que son fils était libre, et c'était tout ce qui comptait. Le prix de la justice absolue était son propre bonheur. Alors qu'Héloïse contemple les vagues qui l'éloignent de son fils, nous arrivons au terme de cette histoire poignante de vengeance et de rachat. Si l'intensité du sacrifice d'Héloïse vous a touché, laissez un « j'aime » sur cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits profonds. Et pour clore cette aventure épique de l'île Bourbon à l'Inde, dites-nous, de quelle ville et de quel pays avez-vous suivi cette fin aigre-douce ?